Le soir du 24 juillet, une semaine après la disparition de David Brown, vers 8 heures du soir, le sergent Benton Rodd sortait de Haven au volant d'un véhicule de patrouille de la police de l'État du Maine. Peter Gabbons, que ses collègues de la police appelaient Jingles, occupait la place du mort. Le soleil couchant semblait rougeoyer sous des cendres métaphoriques, naturellement, à la différence de celles qui couvraient les mains et le visage des deux policiers. Ces cendres-là étaient réelles. Rod ne pouvait s'empêcher de penser à la main et aux bras coupés, et au fait qu'il avait immédiatement su à qui ils avaient appartenu. Seigneur. Mais arrête d'y penser, ordonna-t-il à son cerveau. D'accord, concéda son cerveau, qui continua imperturbablement à y penser. Essaye encore la radio, dit-il. Je parie qu'on a des interférences à cause de cette saloperie de tour hertzienne qu'ils ont installée à Troyes. D'accord, dit Jingles en prenant la radio. Ici voiture 16, j'appelle le central. Est-ce que tu m'entends, Tug? À toi. Il lâcha le bouton et tous deux prêtèrent l'oreille. Ils n'entendirent qu'un bruit de fond particulièrement strident, d'où des voix fantomatiques émergeaient à grand-peine. Tu veux que j'essaye encore? Demanda Jingles. Oh non, on les joindra bien assez tôt, répondit Bent. Bent roulait, toute sirène hurlante, à 115 à l'heure sur la route numéro 3 en direction de Derry. Et où pouvaient bien être ces bons dieux de renfort? À Haven, il n'avait eu aucun problème d'émission ni de réception. Les liaisons radio étaient tellement claires qu'elles donnaient presque le frisson. Et à Haven, ce soir-là, la qualité des transmissions radio n'était pas la seule raison qu'on avait de frissonner. Exact, approuva son cerveau. Et au fait, tu as tout de suite reconnu la bague, hein? Oui, bien sûr. Comment ne pas reconnaître une bague aux armes de sa propre unité, même au doigt d'une femme, n'est-ce pas? Et tu as vu comme ses tendons pendaient? On aurait dit un quartier de viande dans une boucherie, un gigot ou quelque chose comme ça. Ça a arraché son bras tout d'un coup. Oh, arrête, j'ai dit, bon Dieu, ça suffit. Oh, d'accord, oui, c'est bon. J'avais oublié que tu ne voulais plus en entendre parler. Ou comme un rôti ficelé, hein? Et tout se sent. Mais arrête, je t'en prie, arrête, gémit-il. C'est vrai, d'accord. Je sais que je vais devenir fou si je continue à penser à ça, mais je crois que je vais quand même continuer à y penser parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Sa main, son bras, c'était moche, pire que tous les accidents de la route que j'ai jamais vus. Et tous les autres morceaux, les têtes coupées, les yeux, les pieds. Oui, monsieur, ça a dû être une effroyable explosion de chaudière, ça oui. Mais où sont les renforts? Demanda Jingles d'un air agité. Mais j'en sais rien, répondit Bent. Quand il les verrait, il pourrait vraiment leur poser une colle, ça oui. J'ai une devinette pour vous, qu'il dirait. Vous ne trouverez jamais. Après une explosion, comment peut-il se faire qu'on ait des corps en pièces détachées dans tous les coins, mais seulement un mort? Et puis, comment peut-il se faire que le seul véritable dégât causé par l'explosion d'une chaudière soit la destruction de la tour de l'hôtel de ville? Et en passant, comment se fait-il que l'administrateur, ce Beringer, n'ait pas été capable d'identifier le corps, alors que moi-même je sais qui c'était? Vous donnez votre langue au chat, les gars? Il avait caché le bras sous une couverture. Il n'y avait rien à faire pour les autres restes macabres, et il se disait que ça n'avait de toute façon pas d'importance, mais il avait couvert le bras de Ruth. C'est sur le trottoir de la place du village de Haven qu'il avait fait ça. Il avait fait ça pendant que cet idiot de chef des pompiers volontaires, Allison, restait là à sourire, comme s'ils étaient tous réunis pour un bon dîner, et non à cause d'une explosion qui avait tué une gentille femme. Tout cela était fou, complètement fou. On appelait Peter Gabbons Jingles à cause de sa voix grave qui ressemblait à celle d'Andy Devine, lequel Devine avait joué le rôle d'un certain Jingles, héros de western dans une série télévisée. Quand Gabbons était arrivé de Georgie, Todd Elander, le chef de poste, l'avait appelé ainsi, et le surnom lui était resté. Maintenant, d'une voix suraiguë et étranglée, qui n'évoquait plus rien de celle de Jingles, Gabbons disait « Arrête-toi, Bent, je ne me sens pas bien !» Rod freda violemment, et le dérapage faillit envoyer la voiture dans le fossé. Du moins Gabbons avait-il été le premier à craquer, c'était toujours ça de gagner. Jingles gicla de la voiture sur sa droite, Bent Rod sur la gauche. Dans la lueur bleue du gyrophare de la voiture de police, ils vomirent tous deux tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Bent tituba jusqu'à son siège, essuyant sa bouche d'une main. Il entendait Jingles qui continuait à vomir dans les fourrés bordant la route. Il renversa la tête en arrière, heureux de cette bouffée d'air frais. « Oh, ça va mieux, dit enfin Jingles. Merci, Bent. » Benton se tourna vers son partenaire. Les yeux de Jingles, sombres, creusaient de véritables cavités dans son visage. Il avait l'air d'un homme qui essaye de trier toutes les informations qu'il possède sans parvenir à la moindre conclusion raisonnable. « Mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas » demanda Bent.
Bah, t'es aveugle? Le clocher de l'hôtel de ville s'est envolé comme une fusée. Alors, comment est-ce qu'une chaudière a pu mettre le clocher sur orbite en explosant redemanda Bent. Je sais pas, dit Peter. Bent essaya en vain de cracher et puis dit ça te paraît possible à toi? Une explosion de chaudière en juillet qui pulvérise le clocher de l'hôtel de ville. Non, mais ça sent mauvais. Ouais, tout à fait, ça pue, Jingles. Est-ce que tu as senti quelque chose là-bas? Quelque chose de bizarre? Peut-être, dit prudemment Jingles. Peut-être que j'ai senti quelque chose de bizarre. Et c'était quoi? Je ne sais pas. La voix de Jingles avait recommencé à monter dans les aigus, à dérailler, à trembler comme celle d'un petit enfant qui va pleurer. Au-dessus d'eux, une myriade d'étoiles scintillait. Les criquets emplissaient de leur stridulation le silence de l'été plein d'odeurs. Je suis seulement bien content d'en être parti. Puis Jingles, qui savait qu'il lui faudrait retourner à Haven le lendemain pour le déblaiement et l'expertise, se mit effectivement à pleurer. Ils finirent par se remettre en route. Toute trace de lumière avait quitté le ciel. Bent préférait ça. Il n'avait pas vraiment envie de voir Jingles, et il n'avait pas vraiment envie non plus que Jingles le voie. Au fait, Bent, demanda son cerveau, c'est drôlement étonnant, non? Drôlement curieux. Les têtes coupées et les jambes avec les petites chaussures encore attachées aux pieds. Et les torses. T'as vu les torses? Les yeux? Cet œil bleu, tu l'as vu? Tu n'as pas pu faire autrement. Tu l'as envoyé dans le caniveau d'un coup de pied quand tu t'es penché pour ramasser le bras de Ruth McCausland. Tous ses bras et toutes ses jambes et ses têtes, tous ses torses, mais seule Ruth était morte. C'est une vraie colle de championnat. Les morceaux de corps, c'était terrible. Les restes déchiquetés des chauves-souris, une quantité incroyable, ça aussi c'était terrible. Mais rien n'était aussi terrible que le bras de Ruth, avec la bague de son mari au majeur de la main droite, parce que la main et le bras de Ruth étaient réels. Les têtes coupées et les jambes et les torses lui avaient infligé un choc affreux au début. Pendant un instant, tétanisé, il s'était demandé, vacances d'été ou pas, si une classe n'était pas en train de visiter l'hôtel de ville quand il avait sauté. Puis son cerveau engourdi avait compris que même les enfants de maternelle n'avaient pas des jambes ni des bras aussi petits, des membres qui ne saignaient pas quand ils étaient arrachés du corps. Il avait regardé autour de lui et il avait vu Jingles qui tenait une petite tête fumante dans une main et une jambe à demi fondue dans l'autre. Des poupées, avait dit Jingles, des bons dieux de poupées. Mais d'où viennent toutes ces bons dieux de poupées, Bent? Il était sur le point de répondre, de dire qu'il ne savait pas, même si déjà ces poupées lui avaient semblé bizarres, ça viendrait en temps voulu, quand il remarqua qu'il restait encore des gens attablés à Haven Lunch, qu'il y avait encore des gens qui faisaient leur marché. Un profond frisson avait touché son cœur comme un doigt de glace. Cette femme était là, elle qu'ils avaient toujours connue, qu'ils avaient non seulement connue, mais respectée et souvent aimée, et ils continuaient leurs petites affaires. Ils continuaient leurs petites affaires comme si de rien n'était. C'est à ce moment que Ben Rod commença à vouloir sérieusement décamper de Haven. Maintenant, en baissant le son de la radio, qui continuait à n'émettre que des parasites grinçants et vides de signification, Bent se souvint de ce qui lui avait semblé bizarre. Elle avait des poupées, Madame Causland. Ruth, songea Bent. J'aurais bien voulu la connaître assez pour l'appeler Ruth, comme Monstre le faisait. Tout le monde l'aimait, pour autant que je sache, et c'est pourquoi ça semblait tellement impossible qu'ils continuent leurs petites affaires. Je crois bien que j'ai entendu dire ça, dit Jingles. C'était son passe-temps, et je crois que j'ai entendu dire ça au Haven Lunch, ou peut-être chez Coder, en bavardant avec les potes. En buvant une bière avec les potes, plutôt, se dit Rod, mais il se contenta de hocher la tête et d'approuver. Oui, c'était ça, je m'en souviens, ces poupées. Au printemps dernier, j'ai parlé à Madame Causland avec Monstre, et je crois... Monstre demanda Jingles. Monstre Dugan connaissait Madame Causland? C'est bien, je crois, répondit l'autre. Monstre faisait équipe avec son mari autrefois. En tout cas, il m'a dit qu'elle avait une centaine de poupées, peut-être même 200. Il a dit que c'était sa passion, et qu'une fois on les avait exposées à Augusta. Il a dit qu'elle était plus fière de cette exposition que de tout ce qu'elle avait fait pour le village, et je crois qu'elle faisait beaucoup pour Haven. J'aurais bien voulu l'appeler Ruth, songea-t-il à nouveau. Monstre a dit que sauf quand elle s'occupait de ses poupées, elle travaillait tout le temps. Ben réfléchit un instant, puis il ajouta. À la façon dont Monstre parlait d'elle, j'ai eu l'impression qu'il était... qu'il avait le béguin. C'était aussi démodé qu'un western de Roy Rogers, mais c'était exactement l'impression que Butch Dugan, ou Monstre, avait toujours donné quant à ses rapports avec Ruth McCausland. Il y a peu de chance pour que ce soit toi qui lui annonce la nouvelle, mais si c'était le cas, je te conseille de ne pas lui asséner le coup trop brutalement. Oui, d'accord, répondit-il, c'est noté. Je n'ai pas envie de me flanquer Monstre Dugan à dos. Pour aujourd'hui, j'ai déjà mon compte, tu sais.
Bent eut un sourire sans humour. Sa collection de poupées, dit Jingles en hochant la tête. Naturellement, je savais que c'était des poupées. Il vit le regard en coin de Bent et sourit un peu. Oui, bon, j'ai eu une seconde ou deux, mais j'ai très vite vu la façon dont elle luisait au soleil et qu'il n'y avait pas de sang. Et j'ai su ce que c'était. Seulement, je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait y en avoir autant. Et tu ne le sais toujours pas, répondit son collègue. Ni ça, ni grand-chose d'autre. Nous ne savons pas ce qu'elle faisait là, ces poupées. Et bon sang, ni ce qu'elle faisait là, Ruth. Mais qui aurait bien pu vouloir la tuer, Bent demanda Jingles d'un air malheureux. C'était une femme si gentille, bon sang. Ouais, je crois effectivement qu'elle a été assassinée. Est-ce que tu trouves que ça avait l'air d'un accident dit Bent. S'il n'avait pas su que c'était sa voix qu'il entendait, il aurait pu croire qu'on lui cassait de petits morceaux de bois aux oreilles. Non, c'était une explosion de chaudière. Et cette fumée qui nous empêchait de descendre au sous-sol, tu trouves qu'elle sentait le fioul Ben secoua la tête. Il ne savait pas ce que c'était, mais il n'avait jamais rien senti de tel de sa vie. Il se pouvait bien que ce con de Beringer ait eu raison sur un point. Il disait que respirer cette fumée pouvait être dangereux et qu'il valait mieux rester en haut jusqu'à ce que l'atmosphère du sous-sol de l'hôtel de ville s'éclaircisse. Maintenant, il se demandait s'il n'avait pas été tenu à l'écart à dessein, peut-être pour qu'il ne voie pas que la chaudière était absolument intacte. Quand on aura fait notre rapport sur cette chirie, dit Jingles, ces bouseux auront du mal à expliquer tout ça. Allison, Beringer et tous ces types. Et il se pourrait qu'ils aient des explications à donner à Dugan. Bent acquiesça d'un air songeur. Tout ce bordel était complètement fou. On sentait la folie partout. Je veux dire, même moi, j'ai eu comme un vertige. Pas toi? Oh, la fumée, suggéra Jingles d'un air dubitatif. Oh, tu parles. J'étais sonné même dans la rue. Mais ces poupées, Benz, qu'est-ce que ces poupées foutaient là? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais c'est encore un truc qui ne colle pas. Écoute un peu. Si quelqu'un la détestait au point de la tuer, peut-être qu'il la détestait au point de vouloir détruire ses poupées avec elle. Qu'en dis-tu? C'est pas très convaincant, dit Benton Rod. Mais ça pourrait être ça, insista Jingles, comme si le dire était déjà le prouver. Ben comprit que Jingles essayait de bâtir un îlot de raison au milieu de cet océan de folie. Il lui demanda d'essayer à nouveau la radio. La réception était un peu meilleure, mais n'avait toujours rien de grandiose. Bent ne se souvenait pas d'avoir rencontré, si près de Derry, de telles interférences dues au relais herdien de Troyes. D'après les témoins auxquels ils avaient parlé, l'explosion s'était produite à 15h05, à 30 secondes près. L'horloge de l'hôtel de ville avait sonné 3 heures, comme d'habitude. 5 minutes plus tard, badaboum. Et maintenant, sur la route de Derry, dans l'obscurité, une image étonnamment persuasive s'impose à Benton Road, une image qui lui donne la chair de poule sur tout le corps. Il voit l'horloge du clocher de l'hôtel de ville qui marque 3h04 en ce chaud après-midi de fin juillet, sans un souffle de vent. Et soudain, son regard passe en revue les clients du Haven Lunch, ceux du magasin Coudeur, ceux de la quincaillerie de Haven, les dames de la friperie, les enfants sur la balançoire, ou qui restent accrochés paresseusement dans la chaleur de l'été au bar de la cage à poules du terrain de jeu près de l'école. Ses yeux vont d'une des dames, un peu trop forte, qui joue un double sur le court de tennis municipal derrière l'hôtel de ville, à sa partenaire, puis à leurs adversaires, tout aussi grosses, de l'autre côté du filet. La balle roule lentement dans un coin du cours, tandis qu'elles se couchent et pressent leurs mains sur leurs oreilles et attendent. Elles attendent l'explosion. Tout le monde dans le village s'est allongé par terre et attend ce badaboum qui doit ébranler la journée comme un coup de masse sur un madrier. Alors Bent frissonne derrière le volant de sa voiture. Les caissières de chez Coudeur, les clients dans les allées, les gens du restaurant Haven Lunch, près de leurs chaises ou derrière le comptoir. À 15h04, ils se sont couchés par terre, tous, comme un seul homme. Et à 15h06, ils se sont relevés et ont repris leurs petites affaires. Tous, sauf les gogos désignés. Et Allison et Beringer, qui ont dit à tout le monde qu'il s'agissait d'une explosion de chaudière, ce qui n'est pas vrai, et qu'ils ignoraient qui était la victime, alors qu'ils savaient foutrement bien qui c'était. Tu ne crois pas qu'ils savaient tous que ça allait arriver, quand même? C'était précisément ce que croyait une partie de lui-même. Parce que si les bonnes gens de Haven ne savaient pas, comment se faisait-il que les seules victimes aient été Ruth McCausland et ses poupées? Comment se faisait-il qu'il n'y ait même pas eu un seul bras coupé quand une averse de verre avait cinglé la rue principale à une vitesse approximative de 180 km/h? Je crois que maintenant, nous devrions être débarrassés des interférences de cette foutue tour herdienne, dit Bent. Essaye à nouveau. Ouais, mais je ne comprends toujours pas où sont ces noms de dieu de renfort, dit Jingles en prenant le micro. Peut-être est-il arrivé quelque chose ailleurs, reprit Bent. Un malheur ne vient jamais. Ah oui, ça, il arrive qu'il en pleuve.
Autant que des bras et des jambes de poupée, parfois, le coupa Jingles. Alors que Jingles pressait le bouton du micro, Bent négociait un tournant. Les phares éclairèrent violemment un camion à Haridel, immobilisé en travers de la route. « Nom de Dieu !» Ses réflexes jouèrent et il écrasa la pédale de frein. Les pneus hurlèrent et fumèrent. Pendant un instant, Bent pensa qu'il n'y arriverait pas, mais la voiture s'arrêta à 3 mètres à peine du véhicule silencieux qui barrait la route. « Oh, s'il te plaît, passe-moi le papier toilette !» demanda Jingles d'une voix basse et tremblante. Ils sortirent, détachant tous deux sans vraiment y réfléchir, la patte de sécurité maintenant leur revolver dans son étui. L'odeur de caoutchouc brûlé des pneus flottait dans l'air estival. « Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ?» s'écria Jingles. Et Bent songea. Il le sent aussi. C'est pas normal. C'est lié à ce qui se passait là-bas, dans cet horrible petit village, et il le sent aussi. La brise se leva, et Bent entendit un tissu claquer avant qu'une bâche ne glisse avec un bruit sec de serpent à sonnette d'une masse occupant le plateau du camion. Bent sentit ses couilles regrimper à toute vitesse vers le nord. On aurait dit le canon d'un bazooka. Il allait s'accroupir quand il comprit, terrifié, que le bazooka n'était qu'un morceau de tuyau d'écoulement en ciment aggloméré, posé sur une sorte de berceau de bois. Rien d'effrayant, mais il avait peur, il était terrifié. « J'ai vu ce camion à Havant, Bent. Il était garé devant le restaurant. »« Y a quelqu'un » cria Bent. Pas de réponse. Il regarda Jingles. Jingles, les yeux grands ouverts et noirs dans son visage blanc, le regarda à son tour. Bent se dit soudain. Interférence du relais hertzien ? Est-ce que c'était bien ce qui nous empêchait de joindre le central ? « S'il y a quelqu'un dans ce camion, vous feriez mieux de répondre, clama Bent. Vous... Un petit rire dément, suraigu, sortit du camion, puis le silence retomba. « Oh, Seigneur, je n'aime pas ça !» gémit Jingles Gabbons. Bent s'approcha, levant son revolver, et c'est alors que le monde fut baigné d'une lumière verte. Ruth Arlene Merrill McCausland avait 50 ans, mais en paraissait 10 de moins, 15 les bons jours. À Haven, tout le monde admettait que, bien qu'elle fût une femme, elle était bien le meilleur chef d'antenne de police, le meilleur constable que la ville ait jamais eu. C'était parce que son mari avait été officier de police, prétendaient certains. D'autres disaient que c'était simplement parce que Ruth était Ruth. Quoi qu'il en soit, ils s'accordaient à penser que Haven avait de la chance de l'avoir. Elle était ferme, mais juste. Elle était capable de garder son sang-froid dans les cas difficiles. Les gens de Haven disaient tout ça d'elle, et bien d'autres choses encore. Dans un petit village du Maine, administré par des hommes depuis qu'il y a un village à administrer, de tels témoignages ne passaient pas inaperçus. Ce n'était que justice, elle n'était pas une femme que l'on pût ignorer. Elle avait passé son enfance et son adolescence à Haven, où elle était née. Elle était la petite nièce du révérend Donald Hartley, qui avait éprouvé une si cruelle surprise lorsque le village avait décidé de changer de nom en 1901. En 1955, elle avait obtenu une dispense d'âge pour s'inscrire à l'université du Maine. Seules 2 jeunes filles avant elle avaient été admises à y jouir de tous les privilèges des étudiants à plein temps au jeune âge de 17 ans. Elle s'était inscrite à la faculté de droit. L'année suivante, elle était tombée amoureuse de Ralph McCausland, qui suivait les mêmes cours qu'elle. Il était grand. Avec son mètre 95, il avait 8 centimètres de moins que son ami Anthony Dugan, connu sous le nom de Butch par ses amis et sous celui de Monstre par ses amis intimes seulement. Mais il dominait tout de même Ruth d'une bonne 30aine de centimètres. Il possédait une grâce curieuse, presque absurde pour un homme de cette taille, et il jouissait d'un très bon caractère. Il voulait être policier. Quand Ruth lui avait demandé pourquoi, il avait répondu que c'était parce que son père l'avait été. Il n'avait pas besoin d'un diplôme de droit pour entrer dans la carrière, lui avait-il expliqué. Pour devenir policier, il suffisait du bac, de bons yeux, de bons réflexes et d'un casier judiciaire vierge. Mais Ralph McCausland voulait davantage que faire honneur à son père en marchant sur ses traces. Un homme qui prend un métier et ne prévoit pas de progresser est soit paresseux, soit fou, avait-il dit à Ruth un soir, devant 2 coqs à la tanière de l'ours. Ce qu'il ne lui dit pas, parce qu'il était trop timide, c'était qu'il espérait un jour diriger la police du Maine. De toute façon, Ruth le savait, naturellement. Elle accepta la demande en mariage de Ralph l'année suivante, à condition qu'il attende qu'elle obtienne son diplôme. Elle ne voulait pas travailler pour son compte, lui dit-elle, mais elle voulait absolument pouvoir l'aider. Ralph accepta. Tout homme sain d'esprit, placé devant la beauté intelligente et les yeux clairs de Ruth Merrill, aurait accepté. Quand Ralph l'épousa, en 1959, elle était avocate. Elle entra vierge dans le lit nuptial. Elle s'en était un peu inquiétée, bien que seule une toute petite zone au fond de son cerveau, dans des profondeurs où même elle ne parvenait pas à exercer son habituel contrôle d'acier,
osa se demander obscurément si cette partie de Ralph était proportionnellement aussi grande que le reste de sa personne. Elle en avait l'impression parfois quand il dansait et flirtait. Mais il était gentil, et elle ne connut qu'une gêne passagère qui se transforma rapidement en plaisir. Fais-moi un enfant, lui murmura-t-elle à l'oreille quand il commença à bouger sur elle, en elle. Oh, avec plaisir, madame, dit Ralph, un peu hors d'haleine. Mais Ruth ne fut jamais enceinte. Ruth, fille unique de John et Holly Merrill, avait hérité d'une belle somme d'argent et d'une vieille demeure dans le village de Haven quand son père était mort en 1962. Ralph et elle vendirent leur petit pavillon d'après-guerre à Derry et s'installèrent à Haven en 1963. Bien que chacun d'eux eût pu affirmer que l'autre suffisait à son bonheur parfait, tous deux sentaient bien qu'il y avait trop de chambres vides dans la vieille maison victorienne. Peut-être, se disait parfois Ruth, que le bonheur parfait n'existe qu'au milieu de petites catastrophes. Le bruit d'un vase ou d'un bocal à poisson renversé et qui se brise sur le sol. Un rire joyeux et tonitruant, juste au moment où vous vous laissez aller à une douce somnolence en début de l'après-midi. L'enfant qui s'engrosse de bonbons pour Halloween et doit inéluctablement donner naissance à un cauchemar aux premières heures du 1er novembre. Dans ces moments de mélancolie, et elle veillait à ce qu'ils soient aussi rares que possible, Ruth pensait parfois aux noueurs de tapis musulmans qui incluaient toujours délibérément une erreur dans leur travail pour honorer le Dieu parfait qui les avait créés, eux, créatures faillibles. Elle se dit plusieurs fois que, dans le tapis d'une vie honnête, un enfant garantissait ce type d'erreur respectueuse. Mais pour l'essentiel, ils étaient heureux. Ils préparaient ensemble les affaires les plus difficiles de Ralph, si bien que ses témoignages au tribunal étaient toujours calmes, respectueux et dévastateurs. Peu importait que l'accusé fût un conducteur ivre, un pyromane ou un type qui avait cassé une bouteille de bière sur la tête d'un copain au cours d'une bagarre d'ivrogne dans un bar. S'il avait été arrêté par Ralph McCausland, ses chances de se faire acquitter étaient proches de celles qu'un type surpris par une expérimentation en pleine zone d'essai nucléaire aurait de s'en tirer avec des blessures superficielles. Au fil des années, où Ralph s'élevait lentement mais sûrement dans la hiérarchie administrative de la police du Maine, Ruth entreprit une carrière au service du village. Non qu'elle considéra jamais que ce fût une carrière, pas plus certainement qu'elle ne considérait son action comme de la politique. Pas de politique de village, mais service du village. Petite différence, mais différence cruciale. Elle n'éprouvait pas dans son travail le bonheur serein qu'imaginaient les gens pour qui elle travaillait. Il manquait un enfant pour qu'elle soit comblée. Cela n'avait rien d'étonnant ni de dégradant. Après tout, elle était une fille de son temps, et même les plus intelligentes ne sont pas prémunies contre une propagande en forme de tir de barrage. Ralph et elle avaient consulté à Boston. Après des examens complets, le médecin leur assura qu'ils étaient tous deux fertiles et leur conseilla de se détendre. D'une certaine façon, c'était une cruelle nouvelle. Si l'un d'eux avait été déclaré stérile, ils auraient adopté un enfant. Mais dans l'état des choses, ils décidèrent d'attendre un peu et de suivre le conseil du médecin, ou d'essayer de le suivre. Et bien que ni l'un ni l'autre ne l'ait su, ni même senti intuitivement, Ralph n'avait plus longtemps à vivre quand la question de l'adoption fut enfin soulevée. Au cours de ces dernières années de leur mariage, Ruth avait réalisé une sorte d'adoption personnelle. Elle avait adopté Haven. La bibliothèque, par exemple. Depuis des temps immémoriaux, le presbytère méthodiste avait toujours été plein de livres. Il y avait les policiers du club du livre, et les livres condensés du Reader Digest, qui dégageaient une odeur de moisissure quand on les ouvrait. D'autres qui avaient gonflé jusqu'à ressembler à des annuaires téléphoniques quand les conduites d'eau du presbytère avaient éclaté en 1947. Mais la plupart étaient dans un état surprenant de fraîcheur. Ruth appliqua sa patience à les trier, gardant les bons, vendant les mauvais, qui, passés au pilon, redeviendraient pâte à papier, ne jetant que ceux dont on ne pouvait vraiment plus rien tirer. La bibliothèque municipale de Haven avait officiellement ouvert ses portes en décembre 1968, dans le presbytère méthodiste, repeint et restauré. Ruth McCausland occupait le poste de bibliothécaire bénévole, qu'elle conserva jusqu'en 1973. Le jour où elle transmit ses pouvoirs, les membres du conseil d'administration accrochèrent une photo d'elle sur le manteau de la cheminée dans la salle de lecture. Ruth protesta, puis elle céda quand elle comprit qu'ils avaient l'intention de l'honorer, avec ou sans son approbation. Elle aurait pu les blesser, mais pas les faire changer d'avis. Ils avaient besoin de l'honorer. Cette bibliothèque, qu'elle avait conçue seule, assise sur le parquet glacé du presbytère, emmitouflée dans l'une des vieilles vestes de chasse à carreaux rouges et noirs de Ralph, la vision troublée par la buée qui sortait de sa bouche et de son nez, triant patiemment des caisses entières de livres jusqu'à ce que ses mains soient engourdies, cette bibliothèque avait été élue en 1972 bibliothèque de l'année des petits villages du Maine. Dans d'autres circonstances, Ruth s'en serait réjouie, mais elle ne se réjouissait plus de grand-chose en 1972 et 1973.
Ralph McCausland était mort en 72. À la fin du printemps, il avait commencé à se plaindre de violents maux de tête. En juin, une tache rouge apparut sur son œil gauche et les radios révélèrent une tumeur au cerveau. Il mourut en octobre, 2 jours avant son 37e anniversaire. Ruth resta longtemps debout à côté du cercueil ouvert. Elle avait pleuré presque sans interruption depuis une semaine, et elle se disait qu'elle verserait encore bien des larmes, des océans de larmes peut-être, dans les semaines et les mois à venir. Mais elle n'aurait pas davantage songé à pleurer en public qu'à s'y montrer nue. À ceux qui venaient faire leur visite mortuaire, c'est-à-dire presque tout le monde, elle semblait aussi douce et posée que d'habitude. « Au revoir, mon chéri, dit-elle enfin, et elle lui embrassa le coin des lèvres. Elle retira du majeur de la main droite de son époux la chevalière aux armes de la police d'État du Maine et la passa à son propre doigt. Le lendemain, elle alla voir l'orfèvre, M. Pollock, à Bangor, et la fit mettre à sa taille. Elle ne la quitta plus jusqu'à son dernier jour, et bien que les circonstances violentes de sa mort aient arraché son bras de son épaule, la chevalière n'avait pas quitté son majeur, et ni Bent ni Jingles n'avaient eu le moindre mal à identifier cette bague. La bibliothèque n'était pas le seul service rendu par Ruth au village. Chaque automne, elle collectait de l'argent pour la Cancer Society, et chacune de ces années où elle le fit, elle recueillit la plus forte somme rassemblée par la Cancer Society du Maine dans la catégorie des petits villages. Le secret de sa réussite était simple, Ruth allait partout. Elle parlait gentiment et sans crainte aux paysans les plus arriérés qui cachaient leurs yeux enfoncés derrière d'épais sourcils et qui semblaient souvent presque aussi bâtards que les chiens hargneux qu'ils gardaient enchaînés dans leur cour, jonchés des carcasses pourries de vieilles voitures et d'instruments agricoles. Dans la plupart des cas, elle obtenait un don. Il est possible que certains aient donné simplement sous le coup de la surprise de recevoir une visite alors qu'ils n'avaient vu personne depuis si longtemps. Elle ne se fit mordre qu'une fois par un chien, mais ce fut un événement mémorable. Le chien n'était pas très grand, mais il avait plein de dents. Sur la boîte aux lettres, on lisait Moran. Personne à la maison, sauf le chien. Il arriva de derrière le bâtiment en grondant, alors que Ruth frappait à la porte sans peinture. Elle lui tendit une main, que le chien de M. Moran mordit immédiatement. Il recula et dans son excitation pissa sur le porche. Ruth redescendit les quelques marches en sortant de son sac un mouchoir dont elle s'entoura sa main en sang. Le chien bondit sur elle et la mordit à nouveau, à la jambe cette fois. Elle lui donna un coup de pied et le chien s'éloigna lâchement, mais alors qu'elle regagnait sa voiture en boitant, il s'approcha d'elle et la mordit une 3e fois. Ce fut la seule morsure sérieuse. Le chien de M. Moran arracha une assez grosse bouchée de viande du mollet gauche de Ruth. Elle portait une jupe ce jour-là. Par la suite, elle ne porta plus jamais de jupe quand elle allait collecter des fonds pour la Cancer Society. Le chien recula dans les herbes hautes de la pelouse de M. Moran, où il s'assit, grognant et bavant, le sang de Ruth dégoulinant de sa langue tirée. Au lieu de se mettre au volant de sa voiture, Ruth ouvrit le coffre. Elle le fit sans hâte, sûre que si elle se précipitait, le chien l'attaquerait à nouveau. Elle prit le Remington 30-06, qu'elle avait depuis ses 16 ans, et abattit le chien à l'instant où il se remettait à trotter vers elle. Elle ramassa le cadavre et le posa sur des journaux dans son coffre, avant de se rendre chez le docteur Daggett, le vétérinaire d'Augusta qui avait soigné Peter, le chien de Bobby, avant de vendre son cabinet et de se retirer en Floride. « Si ce cabot avait la rage, je suis dans de beaux draps, dit-elle à Daggett. Le vétérinaire détourna son regard du chien, qui avait reçu la balle exactement entre ses 2 yeux, maintenant vitreux, pour le poser sur Ruth McCausland, qui, bien que mordue et en sang, était aussi jolie que d'habitude. « Je sais que je ne vous ai pas laissé grand-chose de son cerveau pour les analyses, mais c'était inévitable. Voulez-vous l'examiner, docteur, s'il vous plaît ?» Il lui dit qu'elle devait voir un médecin. Il fallait nettoyer les plaies, et elle avait besoin de points de suture au mollet. Daggett était plus agité qu'il ne l'avait jamais été. Ruth lui dit qu'elle était parfaitement capable de nettoyer les plaies. Quant à ce qu'elle appelait les agrafes, elle les ferait poser aux urgences de l'hôpital de Derry dès qu'elle aurait passé quelques coups de téléphone. Elle lui dit d'examiner le chien pendant ce temps et demanda si elle pouvait utiliser son bureau privé pour ne pas déranger la clientèle. Une femme avait crié quand Ruth était entrée, ce qui n'était pas vraiment surprenant. L'une des jambes de Ruth était ouverte, et dans ses bras couverts de sang, elle portait, enveloppée d'une couverture, le cadavre du chien de Moran. Daggett dit qu'elle pouvait naturellement utiliser son téléphone. Elle le fit, prenant toutefois la peine d'imputer le coût du premier appel à son interlocuteur et celui du second à son propre numéro. Elle doutait un peu que M. Moran accepte un appel en PCV. Ralph était chez Monstre Dugan, où ils étudiaient les photos d'un crime en vue d'un procès imminent. Monstre décela rien d'anormal dans la voix de Ruth, et Ralph non plus. Il lui déclara plus tard qu'elle aurait fait une parfaite criminelle. Elle lui dit qu'elle avait pris du retard en sillonnant la campagne pour la Cancer Society,
et que s'il rentrait avant elle, il devrait réchauffer le rôti et se faire frire les légumes comme il les aimait. Il y en avait de plusieurs sortes dans le congélateur. Elle lui dit aussi qu'un gâteau l'attendait dans la boîte à pain, si l'envie lui prenait de quelque chose de sucré. Daggett était entré dans le bureau et désinfectait ses plaies, et Ruth était très pâle. Ralph voulut savoir pourquoi elle avait pris du retard, et elle répondit qu'elle lui raconterait tout en rentrant. Ralph dit qu'il l'attendrait avec impatience et qu'il l'aimait. Ruth dit qu'elle aussi. Puis, comme Daggett avait fini de s'occuper de la morsure derrière le genou, il lui avait pansé la main pendant qu'elle parlait à Ralph, et se mettait à soigner la profonde blessure du mollet. Elle sentait sa chair qui se contractait pour fuir l'alcool. Elle appela M. Moran. Ruth lui dit que son chien l'avait mordu 3 fois et que c'était une fois de trop, si bien qu'elle avait dû l'abattre, qu'elle avait laissé sa carte de souscription dans la boîte aux lettres et que l'American Cancer Society lui serait très reconnaissante de toute contribution qu'il pourrait apporter. Il y eut un bref silence, puis M. Moran se mit à parler. Bientôt, M. Moran se mit à crier. Finalement, M. Moran se mit à hurler. M. Moran était tellement furieux qu'il parvint à un débit d'expression vulgaire qui dépassa la simple poésie pour atteindre une éloquence homérique. Jamais plus dans sa vie il ne parviendrait à de tels sommets, bien qu'il s'y essayât parfois. Il se souvint toujours de cette conversation avec une tristesse presque nostalgique. Elle avait tiré le meilleur de lui, il fallait bien le reconnaître. M. Moran dit qu'elle pouvait s'attendre à ceux qui la traînent en justice et qu'elle y perdrait chaque dollar qu'elle possédait en ville, plus quelques dollars de la campagne pour faire bon poids. M. Moran ajouta qu'il jouait au poker avec le meilleur avocat du pays. M. Moran assura à Ruth que la cartouche qu'elle avait utilisée pour tuer son bon vieux chien serait la plus chère qu'elle ait jamais introduite dans une culasse. M. Moran lui dit que quand il en aurait fini avec elle, elle maudirait sa mère pour avoir jamais ouvert ses jambes à son père. M. Moran dit que bien qu'elle ait été assez bête pour faire ça, il était sûr, juste à lui parler, que ce qu'elle aurait eu de meilleur avait jailli du goupillon indubitablement respectable de son père et coulé le long de ce tas de graisse que sa mère appelait sa cuisse. M. Moran l'informa que si Madame la toute-puissante Ruth McCausland avait la conviction qu'elle était la reine crotte de la colline de merde, elle ne tarderait pas à découvrir qu'il y avait une autre petite crotte qui flottait dans les grandes chiottes de la vie. M. Moran ajouta que dans ce cas particulier, il avait la main sur la chasse d'eau de ce grandiose dispositif d'évacuation et qu'il avait la ferme intention de tirer dessus. M. Moran dit encore bien des choses. M. Moran fit davantage que parler. M. Moran fit un sermon. Le prédicateur Colson, ou bien était Scooter, au sommet de sa puissance, n'aurait pu égaler Moran ce jour-là. Ruth attendit patiemment qu'il soit temporairement à sec. Puis, d'une voix douce et agréable, qui ne laissait pas du tout sentir qu'elle avait l'impression qu'on mettait son mollet à bouillir dans une chaudière, elle dit à M. Moran que bien que la législation ne soit pas absolument claire sur ce point, des dommages avaient plus souvent été accordés aux blessés, même s'ils n'en demandaient pas, qu'aux propriétaires des animaux agresseurs. Il s'agissait seulement de déterminer si le propriétaire avait pris ou non toutes les mesures raisonnables pour assurer « Mais mon Dieu, de quoi est-ce que vous parlez » cria M. Moran. J'essaye de vous dire que les tribunaux n'apprécient pas les hommes qui laissent un chien libre pour qu'il puisse mordre une femme qui quête pour une organisation charitable comme l'American Cancer Society. En d'autres termes, j'essaye de vous faire comprendre qu'un tribunal vous ferait payer pour vous apprendre à agir comme un imbécile. Silence abasourdi à l'autre bout de la ligne. La muse de M. Moran l'avait quitté pour toujours. Ruth s'interrompit brièvement et lutta contre une bouffée de faiblesse où elle faillit bien perdre connaissance, alors que Daggett achevait de désinfecter la plaie et la recouvrait d'un pansement stérile. « Si vous me faites un procès, monsieur Moran, est-ce que mon avocat pourrait trouver une personne pour témoigner que votre chien avait déjà mordu quelqu'un » Silence. « Peut-être 2 personnes » Toujours le silence. « Peut-être 3 »« Allez vous faire foutre, conne prétentiarde » dit soudain Moran. « Eh bien, dit Ruth, je ne peux pas dire que j'ai eu plaisir à parler avec vous, mais j'ai certainement beaucoup appris à vous écouter donner votre opinion. On croit souvent qu'on a vu le fond de la stupidité humaine, et il est parfois utile qu'on vous rappelle qu'elle n'a pas de fond. Je dois malheureusement raccrocher maintenant. J'avais espéré me rendre dans 6 autres maisons aujourd'hui, mais je crains bien d'avoir à reporter mes visites. Je dois me rendre à l'hôpital de Derry pour qu'on me pose des agrafes. « Ouais, j'espère qu'ils arriveront à vous tuer, » dit Moran. « Oh, je vous comprends, répondit-elle. Mais essayez vraiment d'aider la Cancer Society, si vous le pouvez. Nous avons besoin de toute l'aide possible si nous voulons que le cancer soit vaincu à notre génération. Même les fils de pute violents, grossiers, stupides et dégénérés comme vous peuvent y contribuer. » M. Moran ne lui fit pas de procès. Une semaine plus tard, elle reçut pourtant de sa part l'enveloppe de la Cancer Society qu'elle lui avait laissée. « Ils ne l'avaient pas timbrée volontairement, se dit-elle, pour qu'elle doive payer une surtaxe.
À l'intérieur, il y avait un billet d'1 $ avec une large tache brune, et un papier sur lequel il avait écrit triomphalement « Je me suis essuyé le cul avec, salope !» C'était écrit avec les grosses lettres tremblées d'un écolier de CP qui a des problèmes de coordination. Ruth prit le billet par un coin et l'ajouta à la lessive du matin. Quand il ressortit, propre, M. Moran avait l'air d'ignorer entre autres que la merde part au lavage, elle le repassa. Maintenant, il n'était pas seulement propre, il était comme neuf. Il aurait pu avoir été tiré de la banque la veille. Elle le plaça dans le sac de toile où elle rassemblait tous les dons en liquide. Dans son livre de compte, elle nota « Monsieur Moran, don 1 $. La bibliothèque de Haven, la Cancer Society, le regroupement des petits villages de Nouvelle-Angleterre. Ruth servait Haven partout. Elle était aussi un membre actif de l'église méthodiste. Rares étaient les dîners de l'église où l'on ne servait pas un ragoût de Ruth McCausland, ou les ventes de charité où l'on ne dégustait pas une tarte ou un pain brioché au raisin de Ruth McCausland. Elle avait siégé au conseil d'école et aux commissions de choix des manuels scolaires. Les gens disaient qu'ils ne savaient pas comment elle arrivait à tout faire. Quand on le lui demandait, elle souriait et disait qu'elle pensait que des mains actives étaient des mains heureuses. Avec tout ce qui se passait dans sa vie, on aurait pu penser qu'elle n'avait pas une minute pour un passe-temps. En fait, elle en avait 2. Elle adorait lire, et elle appréciait tout particulièrement les romans western de Bobby Anderson. Elle les avait tous, et dédicacés. Et elle collectionnait les poupées. Un psychiatre aurait associé la collection de poupées de Ruth à son désir inassouvi d'avoir des enfants. Ruth, bien qu'elle n'eût pas beaucoup de contact avec les psychiatres, aurait été d'accord. Jusqu'à un certain point, en tout cas. Quelle qu'en soit la raison, elle me rend heureuse, aurait-elle pu dire, si cette opinion de psychiatre avait été portée à son attention. Et je crois que le bonheur est l'opposé exact de la tristesse, de l'amertume et de la haine. Le bonheur devrait rester libre de toute analyse, aussi longtemps que possible. Depuis leur installation à Haven, Ralph et elle avaient partagé un bureau à l'étage. La maison était assez grande pour qu'ils en aient chacun un, mais ils aimaient être ensemble le soir. En fait, le grand bureau était constitué de 2 pièces à l'origine, avant que Ralph ne fasse abattre la cloison, créant ainsi un espace plus vaste même que le salon du rez-de-chaussée. Ralph avait sa collection de pièces et de boîtes d'allumettes, un mur de livres. Ralph possédait essentiellement des livres d'histoire militaire et pas de romans, et un vieux bureau à cylindre que Ruth avait restauré elle-même. Pour Ruth, Ralph avait constitué ce que tous deux appelaient la classe. 2 ans environ avant que ses migraines ne commencent, Ralph avait en effet constaté que Ruth n'aurait bientôt plus de place pour ses poupées. Maintenant, elle en avait même disposé une rangée sur son bureau, et souvent elle tombait quand elle tapait à la machine. Elles étaient assises sur des tabourets, leurs petites jambes pendaient nonchalamment des rebords des fenêtres, et les visiteurs devaient généralement en prendre 2 ou 3 sur leurs genoux quand ils voulaient s'asseoir. Et Ruth avait souvent de la visite, elle faisait fonction de notaire, et il y avait toujours quelqu'un pour lui demander d'authentifier un acte de vente ou de certifier un document. Alors, pour Noël, Ralph avait construit une 12aine de petits bancs pour ses poupées. Ruth en fut enchantée. Cela lui rappelait le temps où elle fréquentait la petite école à la classe unique de Crossman Corner. Elle les plaça bien en rang et y installa les poupées. Dès ce jour, ce coin du bureau de Ruth fut appelé la classe. Le Noël suivant, le dernier de Ralph, bien qu'à ce moment-là il se sentit encore bien, la tumeur qui devait le tuer n'étant encore qu'un point microscopique dans son cerveau, Ralph lui offrit 4 bancs de plus, 3 nouvelles poupées et un tableau noir à l'échelle des bancs. C'était tout ce qui manquait pour compléter l'illusion de la salle de classe. Sur le tableau, il avait écrit « Chère maîtresse, je vous aime sincèrement, un admirateur secret ». Les adultes tombaient sous le charme de la classe de Ruth, et la plupart des enfants aussi. Ruth était toujours heureuse de voir des enfants, des garçons comme des filles, jouer avec ses poupées, bien que certaines fussent assez précieuses et nombre des plus anciennes fragiles. Il arrivait que les parents s'inquiètent beaucoup quand ils comprenaient que leur enfant était en train de jouer avec une poupée chinoise d'avant la Révolution ou avec celle qui avait appartenu à la fille du juge John Marshall. Ruth était une femme gentille. Si elle sentait que la joie qu'éprouvait un enfant à jouer avec ses poupées rendait ses parents vraiment nerveux, elle sortait une Barbie et un Ken qu'elle gardait pour ce genre d'occasion. Les enfants jouaient avec Ken et Barbie, mais sans enthousiasme, comme s'ils avaient compris que les poupées vraiment bonnes leur avaient été interdites pour une raison inconnue. Si, en revanche, Ruth sentait que les parents disaient non parce qu'ils avaient l'impression que leur enfant se montrait mal élevé en jouant avec les jouets d'une dame, elle expliquait clairement que cela ne la gênait pas du tout. « Vous n'avez pas peur qu'un gosse en casse ?» lui avait un jour demandé Mabel Noyce. Le bazar de Mabel était tout orné de pancartes du genre « Je suis agréable à regarder et merveilleux à toucher, mais si vous me cassez, vous m'avez acheté. » Mabel savait que la poupée qui avait appartenu à la fille du juge valait au moins $600.
Elle en avait montré une photo à un marchand de poupées rares de Boston et lui en avait proposé 400, si bien qu'elle avait considéré que 600 aurait été un prix honnête. Et il y avait celle qui avait appartenu à Anna Roosevelt, une poupée vaudou haïtienne authentique. Et Dieu sait quoi encore, joue contre joue et cuisse contre cuisse, avec d'autres tout à fait ordinaires, comme les traditionnels Anne et Andy en tissu bourré. Pas du tout, avait répondu Ruth, qui trouvait l'attitude de Mabel aussi étonnante que Mabel trouvait la sienne. Si Dieu veut qu'une de ses poupées soit cassée, il peut la briser lui-même, ou bien il peut envoyer un de ses enfants le faire. Mais jusqu'à présent, aucun enfant n'en a jamais cassé. Oh, quelques têtes ont bien roulé par terre, et Joe Pell a tripoté le mécanisme dans le dos de Madame Baisley, si bien que maintenant elle ne sait plus que dire « Est-ce que vous voulez prendre une douche ?» Mais c'est à peu près tous les dégâts qu'elles ont subis. Vous me pardonnerez de continuer à penser que vous prenez un risque affreux avec des choses aussi fragiles et irremplaçables, dit Mabel en reniflant. Parfois, j'ai l'impression que la seule chose que j'ai jamais apprise dans ma vie, c'est que les enfants cassent. Eh bien, c'est peut-être seulement que j'ai eu de la chance. Mais ils font très attention à elles, vous savez. C'est parce qu'ils les aiment, je crois, dit Ruth, avant de s'interrompre et de froncer un peu les sourcils. La plupart d'entre eux les aiment, corrigea-t-elle au bout d'un moment. Le fait que tous les enfants n'aient pas envie de jouer avec les enfants de la classe, que certains en aient peur, les étonnait et la peinait beaucoup. La petite Edwina Turlot, par exemple. Edwina avait fait une crise de larmes et une colère terrible quand sa mère l'avait prise par la main et l'avait pratiquement traînée vers les poupées assises sur leur banc qui regardaient attentivement le tableau. Madame Turlot trouvait que les poupées de Ruth étaient les choses les plus adorables qui soient, aussi mignonnes qu'un chaton, aussi délicieuses qu'une lichette de crème. Si elle avait connu d'autres clichés que ceux de sa campagne, Madame Turlot les aurait sans aucun doute utilisés pour qualifier les poupées de Ruth, et elle ne comprenait absolument pas pourquoi sa fille en avait peur. Elle se dit qu'Edwina faisait seulement la timide. Ruth avait vu l'indubitable éclair de terreur dans les yeux de l'enfant, n'avait pas réussi à dissuader la mère, qu'elle considérait comme une idiote bornée, de forcer l'enfant à s'approcher des poupées. Donc, Norma Turlot avait traîné sa petite Edwina vers la classe, et la petite Edwina avait hurlé si fort que Ralph l'avait entendu du fond de la cave, où il recanait des chaises. Il avait fallu 20 minutes pour calmer l'hystérie d'Edwina, après qu'on l'eût naturellement transportée en bas, loin des poupées. Norma Turlot était malade de gêne, et chaque fois qu'elle jetait un regard noir dans la direction d'Edwina, sa fille redoublait de sanglots incoercibles. Plus tard, dans la soirée, Ruth monta regarder tristement sa classe, pleine d'enfants silencieux. Les enfants comportaient des personnages de grand-mère, comme Madame Bisley et la mère grande du petit chaperon rouge, qui, retourné et un peu arrangé, devenait le grand méchant loup. Et elle se demanda comment ils avaient pu terrifier Edwina à ce point. Edwina n'avait naturellement rien pu expliquer. La plus douce des interrogations la replongeait dans des hurlements hystériques. Ruth finit par dire doucement aux poupées « Vous avez rendu cette enfant très malheureuse. Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Les poupées se contentèrent de la regarder avec leurs yeux de verre, ou de boutons de bottines, ou de fils. Et Hilibran n'a pas voulu s'en approcher non plus, la dernière fois que sa mère est venue pour que tu authentifies son acte de vente, dit Ralph derrière son épaule. Elle s'était retournée de surprise et avait souri. Oui, Hilly non plus, dit-elle. Et d'autres. Pas beaucoup, mais suffisamment pour la troubler. Allons, dit Ralph, en glissant un bras autour de sa taille. Avouez, lequel d'entre vous a fait peur à la petite fille ? Les poupées le regardaient en silence. Et pendant un moment, seulement un moment, Ruth sentit un frisson de peur dans son estomac qui remonta le long de sa colonne vertébrale, frappant sur chaque vertèbre comme sur une lame de xylophone, puis tout se calma. « Ne t'en fais pas, Ruthie, dit Ralph en la serrant contre lui. Comme toujours, l'odeur de son époux l'étourdit un peu. Il l'embrassa fermement. Son baiser n'était d'ailleurs pas tout ce qu'il y avait de ferme chez lui à cet instant. « S'il te plaît, dit-elle, un peu essoufflée, en l'écartant d'elle, pas devant les enfants. » Ils rirent et il l'enleva dans ses bras. « Et devant les œuvres complètes de Henry Steele Commanger. Oh, merveilleux, souffla-t-elle, en se rendant compte qu'elle était déjà à moitié, non aux 3/4, non aux 4/5 déshabillée. Il lui fit l'amour frénétiquement, et ce fut une grande satisfaction pour l'un comme pour l'autre. Le bref moment de tristesse était oublié. Mais elle se souvint de cet épisode pendant la nuit du 19 juillet. L'image de Jésus s'était mise à parler à Becky Paulson le 7 juillet. Le 19, les poupées de Ruth McColson se mirent à lui parler. Les gens du village furent surpris mais heureux quand, 2 ans après la mort de Ralph McColson, en 1974, sa veuve se porta candidate au poste de constable de Haven. Un homme du nom de Mumphrey se présenta contre elle. C'était un jeune fou, presque tout le monde le disait, mais on pensait aussi que c'était probablement pas de sa faute. Il était nouveau dans le village et ne savait pas comment se conduire.
Ceux qui en discutèrent au Haven Lunch s'accordèrent à penser que Mumphrey était plus à plaindre qu'à détester. Il se présentait en tant que militant du Parti démocrate, et l'essentiel de sa plateforme semblait se résumer à ceci. Le policier qu'il s'agissait d'élire aurait officiellement pour tâche d'arrêter les ivrognes, les chauffards et les délinquants de tout poil, voire de temps à autre de dangereux criminels, et de les conduire jusqu'à la prison du comté. Les citoyens de Haven n'allaient tout de même pas élire une femme à un tel poste, avocate ou pas. Mais c'est ce qu'ils firent. Le résultat du vote fut McCausland 407, Mumphrey 9. Dans ces 9 voix, on pouvait imaginer qu'il y avait celle de sa femme, de son frère, de son fils de 23 ans et la sienne. Restaient 5 voix inexpliquées. Personne ne les revendiqua jamais, mais Ruth pensa que M. Moran, là-bas, à l'extrémité sud de la commune, avait 4 amis de plus qu'elle ne l'aurait cru. 3 semaines après l'élection, Mumphrey et son épouse quittèrent Haven. Son fils, un assez gentil garçon du nom de John, choisit de rester. 14 ans plus tard, on l'appelait encore le nouveau gars. Ce nouveau gars, le Mumphrey, il vient se faire couper les tifs ce matin. Tu te souviens quand son paternel il s'est présenté contre Ruth et qui s'est fait moucher? Personne depuis ne s'était jamais opposé à Ruth. Les gens du village avaient bien vu que sa candidature était une façon d'annoncer publiquement que son deuil avait pris fin. Une des choses, entre autres, que le pauvre Mumphrey n'avait pas comprises, c'était que ce vote presque unanime avait été, en partie au moins, une façon pour Haven de s'écrier « Hurrah, Ruthie, bienvenue !» La mort de Ralph, si brutale, avait été un choc, et elle avait été bien près, bien trop près même, de tuer en Ruth ce qu'elle avait de plus ouvert et de plus généreux. Ruth avait l'impression que cet aspect de sa personnalité adoucissait et complétait les traits dominants de son caractère, traits dominants qui faisaient d'elle un être intelligent, rusé, logique et parfois, bien qu'elle n'aimait pas l'admettre tout en sachant que c'était vrai, peu charitable. Elle en vint à sentir que si ce côté ouvert et généreux de sa nature venait à disparaître, ce serait comme tuer Ralph une seconde fois. Alors elle retourna vers Haven, et elle se remit à son service. Dans un petit village, une seule personne comme elle peut représenter une différence cruciale dans la façon dont les choses se passent, et, selon les termes des maîtres jargonneurs, dans la qualité de vie. Cette personne peut devenir en fait le cœur du village. Ruth avait été bien près de devenir cette personne précieuse quand son mari était mort. 2 ans plus tard, après ce qui sembla rétrospectivement une longue et sinistre saison en enfer, elle redécouvrit cette personne précieuse comme on peut retrouver une chose assez merveilleuse dans un coin sombre d'un grenier. Un verre ciselé ou un fauteuil à bascule en bois courbé encore utilisable. Elle l'éclaira, vérifia qu'elle n'était pas brisée, l'épousta, l'astiqua et la rendit à la vie. Son élection au poste de constable local n'avait été qu'une première étape. Elle n'aurait pu dire pourquoi cela lui semblait bien, mais c'était le cas. Il lui semblait que c'était la façon parfaite à la fois de se souvenir de Ralph et d'entreprendre le travail qui la ferait devenir elle-même. Elle pensait qu'elle trouverait probablement ce travail ennuyeux et déplaisant, mais c'était aussi vrai de son ratissage des campagnes pour la Cancer Society ou des réunions de la commission de choix des manuels scolaires. Qu'une tâche soit ennuyeuse et déplaisante ne signifiait pas qu'elle soit infructueuse, ce que la plupart des gens, semble-t-il, ne savent pas ou veulent ignorer. Elle se dit que si elle n'aimait pas vraiment ça, aucune loi ne l'obligerait à se représenter pour être réélue. Elle voulait se rendre utile, non se poser en martyr. Si elle détestait ça, elle laisserait la place à Mumphrey ou à un type dans son genre. Mais Ruth découvrit qu'elle aimait ce travail. Il lui donnait, entre autres, l'occasion de mettre fin à quelques fâcheuses habitudes sur lesquelles le vieux John Harley avait fermé les yeux et que certains avaient impunément développées. Del Cullum, par exemple. Les Cullum étaient installés à Haven depuis des temps immémoriaux, et Delbert, un mécanicien aux sourcils broussailleux qui travaillait à la station Shell d'Elt Barker, n'était probablement pas le premier d'entre eux à avoir des rapports sexuels avec ses filles. La lignée des Cullum était incroyablement tordue et entremêlée. Ruth avait connaissance d'au moins 2 Cullum désespérément arriérés qui se trouvaient à l'institution de Pinland et dont on disait dans le village qu'ils étaient nés les mains et les pieds palmés. L'inceste est une de ces ancestrales traditions rustiques que les poètes romantiques ne chantent que rarement. Le fait qu'il s'agit d'une tradition pouvait peut-être expliquer l'inaction de John Harley devant ce phénomène, mais en l'espèce, s'agissant d'un comportement aussi manifestement criminel, l'idée de tradition ne pesait pas lourd dans l'esprit de Ruth. Elle se rendit chez les Cullum. Il y eut des cris. Albion Turlot les entendit très clairement, bien qu'il habitât près de 500 mètres plus loin, sur la route, et qu'il fût sourd d'une oreille. Après les cris, il y eut le bruit d'une tronçonneuse, suivi d'un coup de feu et d'un hurlement.
Puis la tronçonneuse s'arrêta, et Albion, qui était sorti au milieu de la route, une main en visière pour mieux voir chez les Cullum, entendit des voix de filles. Delbert avait été affligé de filles, 6 filles, et elles étaient sa malédiction, et lui la leur. Filles qui criaient leur désespoir. Plus tard, au Haven Lunch, quand il raconta son histoire à un auditoire fasciné, le vieil Albion dit qu'il avait pensé rentrer chez lui et appeler la police, quand il avait compris que c'était probablement la représentante de la dite police qui avait tiré le coup de feu. Albion resta donc planté près de sa boîte aux lettres, attendant la suite. Quelques 5 minutes après que le bruit de la tronçonneuse eut cessé, il vit Ruth McCausland regagner le village dans sa voiture. 5 minutes après ça, Dale Cullum passa dans son camion. Sa femme, blanche comme un linge, occupait la place du mort. Un matelas et quelques cartons remplis de vêtements et de vaisselle avaient été jetés en vrac à l'arrière du camion. On ne revit jamais Delbert et Maggie Cullum à Haven. Les 3 filles majeures allèrent travailler à Derry et à Bangor. Les 3 plus jeunes furent placées dans des foyers. Presque tout le monde à Haven fut content de voir la famille Cullum dispersée. Les Cullum avaient bourgeonné tout au bout de Ridge Road, comme une éruption de champignons vénéneux dans une cave sombre. On se demanda longtemps ce que Ruth avait fait, comment elle s'y était prise, mais elle ne raconta jamais rien. Et les Cullum ne fut pas les seuls que Ruth McCausland, grisonnante, toujours pimpante, avec son mètre 65 et ses 57 kilos, chassa du village ou mit en prison au fil des années. Des hippies qui fumaient de la marijuana, par exemple, s'étaient installés à 1,5 km de la ferme du vieux Frank Garrick. Ces êtres inutiles et crasseux repartirent au bout d'un mois, propulsés par le délicat peton, taille 37, de Ruth. La nièce de Frank, celle qui écrivait des livres, fumait probablement un peu aussi de temps à autre, pensait-on au village. Dans les villages, on croit toujours que les écrivains fument, boivent trop et passent leur soirée à faire l'amour dans des positions les plus invraisemblables. Mais elle n'en vendait pas. Les hippies, à quelques centaines de mètres de chez elle, oui. Et puis, il y avait eu les John Gerson, sur la route de Millerbog. Benny Jorgensen était mort d'une attaque et Eva s'était remariée 3 ans plus tard pour devenir Madame Hannay. Peu après, le fils de 7 ans et la fille de 5 ans d'Eva se mirent à avoir des accidents domestiques. Le garçon tombait en sortant du bain, la fillette se brûlait le bras contre le fourneau. Puis le garçon glissait sur le sol mouillé de la cuisine et se cassait le bras tandis que la fillette marchait sur un râteau à demi enfoui sous des feuilles, et le manche lui cognait la tête. Enfin, le garçon trébucha dans l'escalier de la cave en descendant chercher du petit bois d'allumage et se fractura le crâne. On crut un moment qu'il ne s'en sortirait pas. C'était vraiment la loi des séries dans cette famille. Ruth décida qu'il y avait eu assez de malheur chez les Hannay. Elle partit dans sa vieille Dodge et trouva Elmer Hannay assis sous le porche avec une canette de bière, en train de se curer le nez tout en lisant Soldier of Fortune, le magazine pour l'unité des mercenaires de tous les pays. Ruth suggéra à Elmer Hannay que la malchance qui frappait la maison d'Iva, et surtout Betty et Richard Jorgensen, s'appelait peut-être bien Elmer Hannay. Elle avait remarqué, dit-elle, que certains beaux-pères portaient vraiment malchance aux enfants du premier lit. Elle ajouta qu'elle pensait qu'il pourrait renouer avec la chance si Elmer Hannay quittait la ville. Très vite, avant la fin de la semaine. « Oh, vous ne me faites pas peur, dit calmement Elmer Hannay. Je suis chez moi, vous savez. Vous voudrez certainement partir avant que je vous fasse éclater la tête avec une bûche, espèce de fouilleuse de merde. »« Pensez-y, dit Ruth en souriant. Pendant cette conversation, Joe Paulson se trouvait près de la boîte aux lettres. Il avait tout entendu. Elmer Hannay avait un peu haussé le ton, et Joe ne pouvait pas ne pas entendre. Joe raconta au Haven Lunch, plus tard, dans la soirée, qu'il triait le courrier quand les deux s'étaient querellés, et il semblait qu'il y ait eu du courrier à trier jusqu'à la fin de leur conversation. « Et comment tu sais qu'elle souriait » demanda Eld Barker. « Je l'ai entendu dans sa voix, » répondit Joe. Dans la soirée, Ruth se rendit à la police de Derry pour parler à Butch Duggan, dit Monstre. Avec ses 2 mètres 3 et ses 127 kilos, Monstre était le flic le plus imposant de Nouvelle-Angleterre. Monstre aurait fait n'importe quoi pour la veuve de Ralph, sauf un assassinat. Et encore. 2 jours plus tard, ils retournèrent chez Hannay. C'était le jour de congé de Monstre et il était en civil. Eva Hannay était partie travailler, Betty à l'école, et Richard, naturellement, était encore à l'hôpital. Elmer Hannay, qui n'avait toujours pas de travail, était assis sous le porche avec une canette de bière dans une main et une revue pornographique dans l'autre. Ruth et Monstre Duggan restèrent 1 heure environ en sa compagnie. Au cours de cette heure, Elmer Hannay eut une extraordinaire série de malheureux accidents. Ceux qui le virent quitter le village cette nuit-là racontèrent qu'on aurait dit qu'il était tombé dans une éplucheuse à pommes de terre, mais le seul qui eut le courage de demander ce qui était arrivé fut le vieux John Harley en personne. « Eh bien, je vous assure, dit Ruth en souriant, que c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue.
Alors que nous essayions de le persuader que les enfants de sa femme seraient plus heureux s'il partait, il a décidé soudain qu'il voulait prendre une douche. Juste quand on lui en parlait. Et devinez quoi? Il est tombé dans la baignoire. Et puis il s'est brûlé le bras au poil, et il a glissé sur le linoléum en reculant. Après, il a décidé qu'il voulait respirer un peu d'air frais. Il est sorti, et il a marché sur le même râteau que la petite Betty Jorgensen il y a 2 mois. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il devait faire sa valise et partir. Il a dit que s'il restait, il avait peur de se fracasser le crâne dans l'escalier de la cave. Je crois qu'il a eu raison, le pauvre homme. Il sera plus heureux ailleurs. Elle était vraiment la personne la plus apte à devenir le cœur du village, et c'est peut-être pourquoi elle fut la première à sentir un changement. Tout commença par des maux de tête et de mauvais rêves. Les maux de tête commencèrent avec le mois de juillet. Ils étaient parfois si légers qu'elle les remarquait à peine. Puis, sans crier gare, ils s'aggravaient en un martèlement puissant derrière son front. Le soir du 4 juillet, ce fut si terrible qu'elle appela Christina McKean, avec qui elle devait aller voir le feu d'artifice à Bangor, et se décommanda. Elle se coucha alors que la lumière éclairait encore le ciel, mais il faisait noir quand elle parvint enfin à s'enfoncer dans le sommeil. Elle se dit que la chaleur et l'humidité l'empêcheraient de dormir. En Nouvelle-Angleterre, elles empêcheraient tout le monde de dormir cette nuit-là, et ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Elle vivait l'un des étés les plus lourds et les plus caniculaires dont elle puisse se souvenir. Elle rêva de feux d'artifice. Mais ces feux d'artifice n'étaient pas rouges et blancs et oranges scintillants, ils étaient tous d'un vert terne et horrible. Les fusées qui éclataient constellaient le ciel de brillantes lumières, mais au lieu de s'éparpiller, celles-ci flottaient dans le ciel telles des étoiles de mer, se rassemblaient comme pour former d'énormes blessures. En regardant autour d'elle, elle vit des gens avec qui elle avait vécu toute sa vie, les Harley, les Crenshaw, les Brown, les Duplessis, les Anderson et les Clarendon, qui regardaient le ciel, le visage pourri par des sortes de feux follets verts des marais. Ils se tenaient devant la poste, la pharmacie, le bazar, le Haven Lunch, la Northern National Bank. Ils se tenaient devant l'école et la station Shell, les yeux emplis d'une lueur verte, la bouche stupidement ouverte. Et leurs dents tombaient. Justin Hurd se tourna vers elle et sourit, ses lèvres découvrant ses gencives roses et nues. Dans la lumière folle qui baignait le rêve de Ruth, la salive qui coulait de ses gencives avait un air de morve. « C'est bon, susurra Justine. Elle se dit « Partez d'ici. Il faut qu'ils partent tous immédiatement. S'ils ne partent pas, ils vont tous mourir, comme Ralph. » Mais comme il s'approchait d'elle, elle vit avec une horreur croissante que le visage de Justin frémissait et changeait. Il devenait le visage boursouflé et couturé de Lupkin, la poupée épouvantail. Elle jeta un regard éperdu autour d'elle et vit qu'ils étaient tous devenus des poupées. Ma belle Noyce se retourna et la regarda fixement. Les yeux bleus de Babel étaient toujours aussi calculateurs et avares, mais ses lèvres charnues dessinaient un arc de Cupidon, comme celle d'une poupée de porcelaine. « Tommy Knockers !» chantonna Mabel d'une voix mélodieuse que reprit l'écho. Ruth s'éveilla hors d'haleine, les yeux grands ouverts sur l'obscurité. Ses maux de tête avaient disparu, du moins pour l'instant. Sans transition, au sortir de son rêve, elle se retrouva l'esprit tout à fait clair et se dit « Ruth, tu dois décamper immédiatement. Ne prends même pas le temps de faire une valise, enfile juste tes vêtements, saute dans ta voiture et pars !» Mais elle ne pouvait pas faire ça. Elle se rallongea, et au bout d'un long moment, elle se rendormit. Quand la maison des Paulson brûla, l'alarme retentit et les pompiers volontaires de Haven se mirent en route. Mais il leur fallut un temps incroyable pour arriver. Ruth était là 10 minutes avant que la première voiture n'apparaisse. Quand Dick Allison finit par se montrer, Ruth était prête à lui arracher les yeux, mais elle savait que le couple Paulson était déjà mort. Et naturellement, Dick Allison le savait aussi. C'est pourquoi il ne s'était pas pressé. Mais cela ne soulagea pas du tout Ruth, bien au contraire. Tout ce qu'il savait maintenant... Mais à quoi est-ce que ça rimait? Ruth l'ignorait. Même le fait qu'il savait était presque insaisissable. Le jour où la maison des Paulson brûla, Ruth se rendit compte que depuis plus d'une semaine, elle savait des choses qu'elle n'aurait aucunement dû savoir. Mais ça semblait tellement naturel. Ses connaissances arrivaient sans tambour ni trompette. Ce phénomène faisait autant partie d'elle, de tout le monde maintenant à Haven, que les battements de son cœur. Elle n'y pensait pas davantage qu'aux battements de son cœur dont elle percevait dans ses oreilles le rythme doux et régulier. Mais il fallait qu'elle réfléchisse, non? Parce que cela modifiait Haven, et pas en bien. Quelques jours avant la disparition de David Brown, Ruth, profondément déçue, se rendit compte qu'elle avait fait l'objet d'un certain ostracisme de la part des villageois. Personne ne lui crachait au visage quand elle marchait le matin de sa maison à son bureau de l'hôtel de ville. Personne ne lui lançait de pierres. Elle ressentait toujours l'essentiel de leur ancienne affection pour elle dans leurs pensées,
mais elle savait que certains se retournaient pour la regarder marcher. Elle s'en acquittait, la tête haute, le visage serein, comme si sa tête ne battait pas, ne tambourinait pas, telle une dent pourrie, comme si elle n'avait pas passé la nuit dernière, et celle d'avant, à se tourner et se retourner, à s'assoupir dans d'horribles rêves dont elle ne se souvenait plus qu'à moitié quand enfin elle s'en arrachait. Ils la regardaient et ils attendaient. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Elle le savait, ils attendaient qu'elle évolue. C'est au cours de la semaine qui s'écoula entre l'incendie chez les Paulson et le second gala de magie de Hilly que les choses se gâtèrent pour Ruth. Le courrier, maintenant, c'était une chose. Elle continuait à recevoir des factures, des circulaires et des catalogues, mais aucune lettre. Aucun courrier personnel d'aucune sorte. Au bout de 3 jours, elle alla jusqu'au bureau de poste. Nancy Voss était seule derrière le comptoir, comme une loque, le regard complètement inexpressif. Quand Ruth eut fini enfin de parler, elle sentit comme le poids du regard de la femme. On aurait dit que 2 petites pierres poussiéreuses s'étaient nichées dans son visage. Dans le silence, elle entendait quelque chose qui ronronnait dans la pièce voisine, avec une sorte de crissement d'araignée géante. Elle ne savait pas ce que c'était. Sauf que ça trit le courrier à sa place. Mais elle n'aimait pas ce bruit. Elle n'aimait pas être ici avec cette femme, parce que Nancy Voss avait couché avec Joe Paulson et qu'elle avait haï Becky. Il faisait chaud dehors, et encore plus chaud dans le bureau. Ruth sentit la sueur ruisseler de tous ses pores. Faut remplir une fiche de réclamation, dit Nancy Voss d'une voix lente et sans timbre, en faisant glisser une carte blanche sur le comptoir. Voilà, Ruth, ajouta-t-elle avec un sourire sans joie. Ruth vit qu'elle avait perdu la moitié de ses dents. Et derrière elle, dans le silence, scratch, scratch, scritchy, cratch, scratch, scratch, scritchy, cratch. Ruth s'entreprit de remplir la fiche. Sous ses bras, de larges auréoles sombres de sueur tachaient sa robe. Dehors, le soleil tapait sans merci sur le parking du bureau de poste. Il faisait plus de 30 à l'ombre, indiscutablement, et pas un souffle de vent ne remuait l'air. Ruth savait que le goudron du parking serait tellement ramolli qu'elle pourrait en enlever un morceau avec ses doigts, si l'envie lui prenait d'en mâchouiller un peu. « Indiquez la nature de votre problème, disait l'affiche. Je deviens folle, se dit-elle, c'est ça la nature de mon problème. Et puis j'ai mes règles pour la première fois depuis 3 ans. D'une main ferme, elle indiqua qu'elle n'avait reçu aucune lettre personnelle depuis 1 semaine, et qu'elle souhaitait qu'on entreprenne les recherches nécessaires à ce sujet. Scratch, scratch, scritchy, cratch. Quel est ce bruit demanda-t-elle sans lever les yeux de sa fiche, car elle avait peur. Un gadget qui trie le courrier, grogna Nancy. C'est moi qui l'ai conçu. Mais vous le savez, n'est-ce pas, Ruth? Bon, comment pourrais-je le savoir avant que vous ne l'ayez dit demanda Ruth, en faisant un gros effort pour que sa voix reste aimable. Le stylo qu'elle tenait trembla un peu et fit une tache sur la fiche. Non que cela eût la moindre importance, si son courrier ne lui arrivait pas, c'était parce que Nancy Voss le jetait. Cela aussi, Ruth le savait. Mais Ruth était solide, son visage resta clair et ferme. Elle regarda Nancy droit dans les yeux, alors même qu'elle avait peur de ses yeux noirs poussiéreux, peur de leur poids. « Allez, parle, disait le regard de Ruth. Je n'ai pas peur des gens comme toi, parle. Mais si tu t'imagines que je vais faire marche arrière, en couinant comme une souris, tu es bonne pour la surprise de ta vie. » Le regard de Nancy vacilla, puis se déroba. Elle se détourna. « Prévenez-moi quand vous aurez rempli la fiche, dit-elle. J'ai trop à faire pour me permettre de rester à bailler aux corneilles. Depuis que Joe est mort, le travail s'est empilé dans des proportions incroyables. C'est probablement pour ça que votre courrier ne vous... Pars de ce village, vieille sorcière. Pars tant que nous sommes toujours prêts à te laisser partir. Arrive pas dans les temps, Madame McCausland. Vous croyez demanda Ruth. Garder une voix aimable et désinvolte demandait maintenant à Ruth un effort surhumain. La dernière pensée de Nancy l'avait atteinte comme un uppercut, aussi lumineuse et évidente qu'un éclair. Elle baissa les yeux sur la fiche et vit une grosse tumeur, une grosse tache noire qui s'y étalait. Elle froissa le formulaire et le jeta. Scritch, scritch, scratch. La porte s'ouvrit derrière elle. Elle se retourna et vit Bobby Anderson qui entrait. « Bonjour, Bobby, dit-elle. « Bonjour, Ruth. Pars, elle a raison, pendant que tu le peux encore, pendant que tu en as l'autorisation. S'il te plaît, Ruth, la plupart d'entre nous ne te veulent aucun mal. »« Est-ce que vous écrivez un nouveau roman, Bobby ?» demanda Ruth. Maintenant, Ruth avait du mal à dissimuler le tremblement de sa voix. C'était mauvais d'entendre les pensées. Ça vous faisait croire que vous étiez fou et que vous aviez des hallucinations. Entendre ça de Bobby Anderson, pendant que tu en as l'autorisation. Bobby Anderson qui était la plus gentille. Je n'ai rien entendu de tel, songea Ruth en s'agrippant à cette affirmation, comme si elle rassemblait les dernières forces de sa volonté épuisée.
Je me suis trompé, c'est tout. Bobby la regarda et sourit. Ruth vit qu'elle avait perdu une molaire en bas à gauche et une canine en haut à droite. Vous feriez mieux de partir, Ruth, dit-elle doucement. Prenez votre voiture et partez, vous ne croyez pas? Ruth se sentit ferme. En dépit de sa peur et de sa tête douloureuse, elle s'était ressaisie. Jamais, dit-elle, c'est mon village. Et si vous savez ce qui se passe, dites aux autres qui le savent aussi de ne pas me provoquer. J'ai des amis en dehors de Haven, des amis qui m'écouteront avec sérieux, même si ce que je leur raconte semble complètement fou. Ils m'écouteront en souvenir de mon mari, sinon pour moi. Quant à vous, vous devriez avoir honte. C'est aussi votre village. C'était votre village, en tout cas. Pendant un moment, elle eut l'impression que Bobby était troublée et un peu honteuse, puis elle eut un sourire radieux, et il y avait dans ce sourire édenté quelque chose de puéril qui fit plus peur à Ruth que tout le reste. Il n'était pas plus humain que le sourire d'une truite. Elle retrouvait Bobby dans les yeux de cette femme, elle l'avait en tout cas senti présente dans ses pensées, mais il n'y avait rien de Bobby dans ce sourire. « Comme vous voudrez, Ruth, répondit Bobby. Tout le monde vous aime à Haven, vous savez. Je crois que dans une semaine ou deux, 3, tout au plus, vous cesserez de lutter. Je me suis seulement dit que je pouvais vous laisser le choix. Mais si vous décidez de rester, c'est parfait. Dans peu de temps, vous serez très bien. » Ruth s'arrêta chez Couder pour acheter des Tampax. Il n'y en avait plus. Pas de Tampax, pas de Modès, pas de Stay Free, ni Maxis, ni Minis, aucune serviette hygiénique, aucun tampon. Une pancarte manuscrite indiquait « Prochaine livraison demain. Désolé de ne pouvoir vous satisfaire. » Le 15 juillet, un vendredi, elle eut des problèmes avec le téléphone de son bureau. Le matin, c'était seulement un ronflement gênant qu'elle et ses correspondants devaient surmonter en criant, mais vers midi s'y ajoutèrent divers craquements. À 14 heures, c'en était arrivé à un tel point que la ligne n'était plus utilisable. Quand Ruth rentra chez elle, elle constata que son téléphone ne donnait aucune tonalité. La ligne était tout bonnement coupée. Elle se rendit chez ses voisins, les Fanin, pour appeler la compagnie du téléphone et demander un dépannage. Wendy Fanin préparait du pain dans la cuisine, pétrissant un pâton pendant que son mixeur se chargeait du second. Ruth remarqua, sans surprise à cause de sa fatigue, que le mixeur n'était pas branché à la prise murale, mais raccordé à ce qui semblait être un jeu électronique dont on aurait enlevé le couvercle. Il produisait une forte lueur, tandis que Wendy pétrissait son pain. « Oh, bien sûr, allez téléphoner, dit Wendy. Vous savez... Partez, Ruth, partez de Haven. Où ça se trouve, n'est-ce pas? Oh oui, dit-elle, en se dirigeant vers l'entrée avant de s'arrêter. Je suis allée chez Couder. J'ai besoin de serviettes hygiéniques, mais il n'y en a plus. Je sais, dit Wendy, avec un sourire qui montra 3 trous dans une dentition parfaite une semaine auparavant. J'ai pris l'avant-dernière boîte. Et ce sera bientôt fini. Nous allons évoluer encore un peu plus, et cette étape sera terminée. Vraiment? Demanda Ruth. Oh oui, dit Wendy, en retournant à son pain. Le téléphone des Fanin marchait très bien. Ruth n'en fut pas surprise. La téléphoniste de New England Cantel dit qu'elle allait envoyer un réparateur sur le champ. Ruth la remercia, et avant de sortir, elle remercia aussi Wendy Fanin. « Oh, pas de quoi, dit Wendy en souriant. Tout ce que vous voudrez, Ruth. Tout le monde vous aime bien à Haven, vous savez. » Malgré la chaleur, Ruth frissonna. L'équipe de réparation de la compagnie du téléphone intervint sur la boîte de branchement à l'extérieur de la maison de Ruth, sur le côté, puis elle procéda à un essai. Le téléphone fonctionnait parfaitement. Elle repartit. Moins d'1 heure plus tard, le téléphone avait de nouveau cessé de fonctionner. Dans la rue, ce soir-là, Ruth entendit des murmures de plus en plus forts dans son cerveau, des pensées aussi légères que des feuilles mortes emportées par une soudaine bourrasque d'octobre. « Notre Ruth, nous t'aimons tous à Haven, mais pars ou change. Mais si tu restes, personne ne te veut de mal, Ruth, alors pars ou reste. Oui, pars ou reste, mais laisse-nous. Oui, laisse-nous tranquille, Ruth, ne t'en mêle pas, laisse-nous. Évoluer, oui, laisse-nous évoluer tranquille. » Elle marchait lentement, la tête bourdonnante de voix. Elle jeta un regard à l'intérieur du Haven Lunch. Beach Jernigan, le cuisinier du snack, lui fit un signe de la main. Ruth le lui rendit. Elle vit la bouche de Beach qui bougeait, formant clairement les mots « La voilà !» Plusieurs hommes assis au comptoir se retournèrent et lui firent signe. Ils souriaient. Elle vit des trous noirs à la place qu'occupaient des dents peu de temps auparavant. Elle dépassa le supermarché Couder. Elle dépassa l'église méthodiste. Devant elle, maintenant, se dressait l'hôtel de ville avec son clocher de briques rouges. Les aiguilles de l'horloge marquaient 7h15.
7h15, par une soirée d'été, et partout dans Haven, des hommes allaient s'ouvrir une bière bien fraîche et allumer la radio pour entendre Dan Martin et l'échauffement des Red Sox. Elle vit Bobby Trémin et Stephanie Colson sortir lentement du village par la route numéro 9, main dans la main. Ils étaient ensemble depuis 4 ans, et c'était un miracle que Stéphanie ne soit pas encore enceinte, se dit Ruth. Une simple soirée de juillet, à l'approche du crépuscule, tout à fait normal. Mais rien n'était normal. Hilly Brown et Barney Applegate sortaient de la bibliothèque, traînant derrière eux David, le petit frère de Hilly, comme la queue d'un cerf-volant. Elle demanda à voir quel livre les garçons avaient choisi, et ils les lui montrèrent très spontanément. Elle lut seulement dans les yeux du petit David Brown que l'enfant percevait, tout en hésitant à l'admettre, la panique qu'elle éprouvait. Et elle lut dans l'esprit de l'enfant la panique qu'il éprouvait. Le fait qu'elle ait ressenti la peur de David et n'ait rien entrepris pour la calmer fut une des raisons pour lesquelles elle s'en voulut tant quand le petit garçon disparut 2 jours plus tard. Quelqu'un d'autre se serait justifié, aurait dit « Bon, j'ai assez de problèmes sur les épaules sans m'inquiéter de ceux de David Brown ». Mais elle n'était pas femme à trouver le moindre réconfort dans ce type de défense. Elle avait ressenti la terreur sourde de l'enfant. Pire, elle l'avait senti résigné, certain que rien ne pourrait changer les événements, qu'ils allaient simplement suivre leur cours prédéterminé, du mauvais au pire. Et comme pour lui donner raison, presto, David avait disparu. Tout comme le grand-père de l'enfant, et Ruth s'attribua une part de culpabilité. À l'hôtel de ville, elle fit demi-tour et reprit le chemin de chez elle, gardant un visage gracieux en dépit de ses insupportables maux de tête, en dépit de sa consternation. Ses pensées tourbillonnaient, bruissaient et dansaient. « On t'aime, Ruth. Nous pouvons attendre, Ruth. Chut, chut, dors, oui, dors, et rêve. Rêve de choses, rêve de façon d'évoluer, de façon d'évoluer. » Elle entra chez elle et verrouilla la porte derrière elle, avant de monter à l'étage et d'enfouir son visage dans son oreiller. Rêve de façon d'évoluer. Oh Seigneur, comme elle aurait voulu savoir exactement ce que cela voulait dire. Si tu pars, mais si tu restes, tu changes. Elle aurait voulu savoir, parce que, quoi que ce fût, qu'elle le veuille ou non, c'était en train de lui arriver. Elle pouvait toujours résister de toutes ses forces, elle aussi évoluait. Oui, Ruth, oui, dors, rêve, pense, évolue. Oui, Ruth, oui. Ses pensées, bruissantes et étrangères, la accompagnèrent dans son sommeil, puis disparurent dans l'obscurité. Elle était allongée en travers du grand lit, tout habillée, et dormait profondément. Quand elle s'éveilla, son corps était raide, mais son esprit clair, et comme rafraîchi, ses maux de tête s'étaient dissipés comme une fumée. Ses règles, si curieusement indignes et honteuses, alors qu'elle croyait que c'en était fini pour de bon, avaient cessé. Pour la première fois depuis quelques 2 semaines, elle se sentait à nouveau elle-même. Elle allait prendre une longue douche fraîche, puis elle entreprendrait d'aller au fond des choses. S'il fallait une aide extérieure, d'accord. Si elle devait passer quelques jours ou quelques semaines avec des gens qui penseraient qu'elle déraillait, qu'il en soit ainsi. Elle avait voué sa vie à établir sa réputation de femme de bon sens et digne de confiance. Une telle réputation ne lui permettait-elle pas d'espérer convaincre les gens de la prendre au sérieux, même si soudain elle semblait raconter des histoires folles? Alors qu'elle commençait à enlever sa robe toute froissée par sa nuit de sommeil, ses doigts se paralysèrent soudain sur les boutons. Sa langue avait trouvé un espace vide dans la rangée de ses dents du bas, et elle ressentait une douleur sourde et vague à cet endroit. Son regard tomba sur le dessus de lit. À l'endroit où avait reposé sa tête, elle vit la dent qui y était tombée durant la nuit. Soudain, plus rien ne lui parut simple, plus rien du tout. Ruth se rendit compte que ses maux de tête revenaient. En matière de canicule, Haven n'avait encore rien vu. En août, pendant 1 semaine, la température ne descendrait pas en dessous de 38 degrés. Mais en attendant, la chaleur humide qui régna sur le village entre le 12 et le 19 juillet fut bien suffisante, merci beaucoup. Les rues miroitaient. Les feuilles des arbres pendaient, molles et poussiéreuses. Les bruits portaient loin dans l'air immobile. Pendant toute cette période étouffante, on put entendre clairement, jusqu'au village, le vieux camion de Bobby Anderson reconverti en engin de chantier. Les gens savaient qu'il se passait quelque chose d'important là-bas, chez le vieux Frank Garrick, quelque chose d'important pour toute la commune, mais personne n'en parlait à haute voix, pas plus qu'on ne signala que Justin Hurd, le voisin le plus proche de Bobby, était devenu complètement fou. Justin construisait des choses, c'était une partie de son évolution, mais comme il était devenu fou, certains des machins qu'il construisait étaient potentiellement dangereux. L'un envoyait des ondes harmoniques dans l'écorce terrestre, des ondes qui auraient pu déclencher un tremblement de terre suffisamment puissant pour éventrer l'État du Maine et en projeter toute la moitié est dans l'Atlantique.
Justin avait fabriqué sa machine à ondes harmoniques pour déloger ses foutus lapins et ses chiardes de marmottes de leur terrier. Il lui bouffait toutes ces noms de dieux de laitue. « Je vais les éjecter de là, ces petits salauds !» s'était-il dit. Un jour, Beach Jerningan se rendit chez Justin alors que celui-ci était en train de herser son champ ouest, enfouissant sous terre 5 hectares de blé en un jour, transpirant à flot, les lèvres retroussées en une grimace maniaque ininterrompue, tandis qu'il s'inquiétait de sauver ses 3 rangées de laitue, et mit hors service l'engin essentiellement formé de composantes d'un récepteur stéréo. Quand Justin rentrerait, il ne retrouverait plus son gadget, et il se dirait peut-être que ses foutus lapins et ses chiardes de marmotte l'avaient piqué. Peut-être entreprendrait-il de le reconstruire, auquel cas Beach ou quelqu'un d'autre s'en occuperait à nouveau. Ou bien alors, s'ils avaient de la chance, ils se sentiraient appelés à construire quelque chose de moins dangereux. Le soleil se levait chaque jour dans un ciel blafard, couleur de porcelaine, et semblait ensuite rester suspendu au toit du monde. Derrière le Haven Lunch, une rangée de chiens, trop écrasés de chaleur même pour se gratter les puces, restait vautrés sous l'avancée du toit qui prodiguait une ombre rare. Les rues étaient presque désertes. De temps à autre, un véhicule traversait Haven, en route pour Derry ou Bangor, ou en revenant. Mais pas beaucoup, c'était bien plus rapide par l'autoroute. Ceux qui passaient remarquaient une curieuse amélioration soudaine de la réception radio. Un routier qui se trouvait sur la route numéro 9, parce qu'il en avait eu marre de la 195, tomba sur une station de rock et fut stupéfait d'entendre qu'elle émettait de Chicago. 2 personnes âgées qui se dirigeaient vers Bar Harbor captèrent une station de musique classique de Floride. Cette réception étrangement limpide s'était brouillée dès qu'ils étaient sortis de Haven. Certains voyageurs de passage subirent des effets beaucoup plus désagréables, essentiellement maux de tête et nausées graves parfois. On incrimina le plus souvent la nourriture mangée en route, sans doute avariée à cause de la chaleur. Un petit garçon du Québec, alors qu'il se dirigeait vers Old Orchard Beach avec ses parents, perdit 4 dents de lait au cours des 10 minutes qu'il fallut à la voiture familiale pour traverser la commune de Haven d'un bout à l'autre. La mère du petit garçon jura « tabernacle » qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. Cette nuit-là, dans un motel d'Old Orchard Beach, la petite souris emporta les dents, dont une seule bougeait auparavant, déclara la mère du petit garçon, et les remplaça par $1 canadien. Un mathématicien du MIT, qui gagnait Humo pour un congrès de 2 jours sur les nombres semi-logiques, se rendit soudain compte qu'il était sur le point de mettre sur pied une façon totalement nouvelle de considérer les mathématiques et la philosophie des mathématiques. Son visage vira au gris, sa peau, moite de sueur, se glaça quand il comprit avec une parfaite clarté comment cette découverte pouvait produire la preuve que tout nombre pair supérieur à 2 est la somme de 2 nombres premiers, comment elle pouvait être utilisée pour diviser les angles en 3, comment elle pouvait... Il se gara, sortit précipitamment de sa voiture et vomit dans le fossé. Il resta là, tremblant, les jambes flageolantes, au-dessus de la flaque dégoûtante, qui contenait une de ses canines, bien qu'il fût beaucoup trop excité pour se rendre compte qu'il avait perdu une dent. Les doigts le démangeant de tenir une craie, de couvrir un tableau de sinus et de cosinus. Des visions de prix Nobel jaillissaient dans son cerveau surchauffé. Il se jeta sur son siège et reprit la route d'Orono, poussant sa vieille Subaru à 130 à l'heure. Mais quand il atteignit Upden, sa glorieuse vision s'était embrumée, et quand il arriva à Orono, il n'en restait plus qu'une vague lueur. Il se dit qu'il avait eu un coup de chaleur momentané. Seul son vomissement avait été réel, il le sentait sur ses vêtements. Pendant la première journée du congrès, il resta pâle et silencieux, n'apportant qu'une maigre contribution, pleurant sur son éphémère vision de gloire. C'est ce matin-là aussi que Mabel Noyce devint une non-entité, alors qu'elle bricolait dans le sous-sol du bazar. On ne peut pas dire qu'elle se tua par accident, ni qu'elle mourut malencontreusement. Aucune de ces 2 expressions ne rendrait exactement compte de ce qui lui arriva. Mabel ne se tira pas une balle dans la tête en nettoyant un revolver. Elle n'introduisit pas ses doigts dans une prise électrique. Elle provoqua tout simplement la désagrégation de ses propres molécules et disparut de la surface de la Terre en un clin d'œil. Ce fut rapide et pas du tout sale. Il y eut un éclair de lumière bleue, puis plus rien. Elle était partie. Il n'en resta rien qu'une attache de soutien-gorge fumante et un gadget qui ressemblait à un polissoir d'argenterie. En fait, c'était exactement ce que ce gadget était censé faire. Mabel s'était dit que cela rendrait un pinsam sale et fatigant beaucoup plus facile, et s'était demandé pourquoi elle ne l'avait pas fabriqué plus tôt. Et pourquoi, bon sang, on ne pouvait en acheter nulle part, alors que c'était une chose très facile à fabriquer, et que les Shintok, là-bas, en Corée, auraient pu les usiner à la tonne. Mais elle se disait qu'elle devrait se montrer reconnaissante que ces Shintok de japonais soient apparemment devenus trop crâneurs pour fabriquer ces petits trucs.
Elle s'était mise à voir plein de choses qu'elle pouvait mettre au point à partir d'objets usagés de son magasin, des choses merveilleuses. Elle ne cessait de regarder dans les catalogues et de s'étonner de ne pas les y trouver. Mais bon Dieu, se dit-elle, je crois que je vais devenir riche. L'ennui, c'est qu'elle s'était trompée dans on ne sait quel branchement en bricolant son polissoir d'argenterie, et qu'elle s'évanouit dans la 4e dimension en moins de 6/10 de nanoseconde. Il faut avouer que personne ne la regretta vraiment à Haven. Le village restait amorphe au fond d'une cuvette d'air stagnant. Des bois, derrière chez Garrick, sortait le bruit des engins. Bobby et Gardner fouillaient toujours. À part cela, tout le village semblait somnoler. Ruth ne somnolait pas cet après-midi-là. Elle pensait à ces bruits qui venaient de chez Bobby Anderson. Elle au moins ne disait plus la ferme du vieux Garrick, et elle pensait à Bobby Anderson elle-même. Le village partageait maintenant un fond de connaissances, un stock de pensées communautaires. Un mois plus tôt, Ruth aurait trouvé cela complètement fou. Maintenant, c'était indéniable. Comme les voix qui s'élevaient, murmurantes, la connaissance était là. Et elle comportait le fait que Bobby avait été à l'origine de tout ça. C'était accidentel, mais c'était elle qui avait tout mis en branle. Maintenant, son ami et elle, l'ami était tout à fait impénétrable pour Ruth, et elle ne le connaissait que pour l'avoir vu certains soirs assis là-bas sur le porche avec Bobby. Il travaillait 12 à 14 heures par jour à aggraver les choses. Elle ne pensait pas que l'ami savait vraiment ce qu'il faisait. Il était en quelque sorte hors du réseau communal. Mais comment est-ce qu'ils aggravaient les choses? Elle ne le savait pas. Elle ne savait même pas vraiment ce qu'ils faisaient. Cela aussi était impénétrable, non seulement pour Ruth, mais pour tout le monde à Haven. Ils le sauraient en temps voulu. Cette connaissance faisait partie de leur évolution, comme les menstruations de toutes les femmes de la commune, de 8 à 60 ans, qui avaient cessé en même temps. Il s'agissait d'espèces de fouilles. C'était tout ce que Ruth pouvait en dire. Un après-midi, elle fit une petite sieste et rêva de Bobby et de son ami de Troyes. Il déterrait un gros cylindre argenté de 70 mètres de long. Au fur et à mesure qu'il le déterrait, elle voyait apparaître un cylindre plus petit, en acier celui-là, d'environ 3 mètres de large et pas tout à fait 2 de haut, qui sortait comme une tétine du centre de la chose. Sur la tétine était tracé le symbole plus, et quand elle s'éveilla, Ruth comprit. Elle avait rêvé d'une gigantesque pile alcaline enterrée dans le sol de granit du bois derrière la maison de Bobby, une pile plus grande que le silo de Frank Spruce. Ruth savait que, quoique Bobby et son ami fussent en train de déterrer dans le bois, ce n'était certainement pas une gigantesque pile longue durée de 1,5 V. Sauf que, d'une certaine façon, elle se disait que c'était exactement ça. Bobby avait découvert une fantastique source d'énergie et en était devenue prisonnière. Cette même force galvanisait et emprisonnait simultanément toute la commune, et elle ne cessait de gagner de la puissance. Son esprit murmura « Tu dois laisser faire. Il te suffit de te mettre à l'écart et de laisser faire. Ils t'ont aimé, Ruth, c'est vrai. Tu entends leur voix dans ta tête, comme le vent d'octobre qui soulève les feuilles mortes. Maintenant, ils ne se contentent plus de les pousser un peu avant de les laisser retomber, ils les emportent dans un cyclone. Tu entends la voix de leur cerveau, et bien qu'elle ne soit parfois que borborygme confus, je ne crois pas qu'elle puisse mentir. Quand les voix disent de plus en plus fort que les habitants de Haven t'ont aimé, qu'ils t'aiment encore, elles disent la vérité. Mais si tu te mêles de ce qui se passe, je crois qu'ils vont te tuer, Ruth. Pas l'ami de Bobby, il est en quelque sorte immunisé. Il n'entend pas de voix, il n'évolue pas, sauf qu'il est de plus en plus dépendant de l'alcool. C'est ce que dit la voix de Bobby. Garde évolue vers l'alcoolisme. Mais pour ce qui est des autres, si tu te mêles de leurs affaires, ils vont te tuer, Ruth. Gentiment, avec amour. Alors reste en dehors de tout ça, laisse les choses évoluer à leur façon. Mais si elle le faisait, son village serait détruit, non pas changé comme son nom avait changé maintes et maintes fois, non pas blessé comme le prédicateur beau-parleur l'avait blessé, mais détruit. Et elle serait détruite avec lui parce que la force s'attaquait déjà au plus profond d'elle-même, elle le sentait. Bon, d'accord, alors qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, rien. Les choses pourraient s'arranger d'elles-mêmes. En attendant, existait-il un moyen de garder ses pensées pour elle? Elle commença par des exercices de diction. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Panier, piano, panier, piano, panier, piano. Un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Avec un peu d'entraînement, elle découvrit qu'elle pouvait constamment en garder un en boucle au fond de son esprit. Elle partit donc en ville au marché, acheta de la viande hachée et 2 épis de maïs pour le dîner, et eut une agréable conversation avec Madge Tillets à la caisse, et avec Dave Rutledge assis à sa place habituelle devant le magasin, rempaillant lentement une chaise de ses vieilles mains déformées et arthritiques.
Sauf que le vieux Dave n'avait pas l'air aussi vieux que d'habitude ces derniers temps, loin de là. Tous deux la regardèrent avec curiosité et surprise, perplexes. Ils m'entendent, mais pas très bien. J'ai réussi mon brouillage, j'ai réussi. Elle ne savait pas à quel point elle avait réussi, et elle ne pouvait pas compter sur sa capacité à le faire constamment, mais ça marchait. Cela ne voulait pas dire qu'il ne pourrait pas l'entendre s'il s'y mettait à plusieurs, s'il s'unissait pour entendre son cerveau. Elle sentait que c'était en principe possible, mais elle avait au moins obtenu un résultat, lancé une flèche dans une cible encore vide. Cette nuit-là, celle du samedi, elle décida qu'elle attendrait jusqu'au mardi midi, 60 heures environ. Si les choses continuaient à se détériorer, elle irait à la police de Derry pour y chercher quelques vieux amis de son mari, à commencer par Monstre Dugan, et leur raconter ce qui se passait à 60 kilomètres de là, sur la route numéro 9. Ce n'était peut-être pas le meilleur des plans, mais il faudrait s'en contenter. Ruth McCausland s'endormit. Elle rêva de piles dans la terre.